Bien, bonjour à vous. Le laboratoire CEP est ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau séminaire à la recherche de la performance, de la perf, pardon. Donc aujourd'hui, nous accueillons Florent Collou qui nous vient de Poitiers. Donc merci d'avoir fait le trajet pour nous exposer votre travail. Donc il interviendra en premier et après ce sera Daniel Dinu, un chercheur du laboratoire, accompagné de Philippe Denis, responsable du pôle France Boxe, et John Dovey, entraîneur national et manager olympique, qui interviendront ensemble pour présenter, toujours pareil, un travail qui porte donc sur la capture du mouvement pour mieux comprendre le geste sportif. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Alors, je vais remercier Gaël et tout le laboratoire CEP pour m'avoir invité et par rapport aux travaux qu'on développe sur Poitiers, sur la cinématique musculaire et la reconstruction cinématique. Je vais me présenter rapidement. Voilà, j'ai un cursus au départ qui est en STAPS, c'est un doctorat en mécanique. Et puis, j'ai été engagé à l'Université de Poitiers en 2005. Ce qui est intéressant, c'est par rapport à mon doctorat, j'ai travaillé sur l'aviron, sur deux types d'ergomètres, on reviendra un peu là-dessus par la suite. Et lors de mon postdoc, sur les forces de compression et de cisaillement, au niveau de la charnière sacro-lombaire, toujours en aviron. À Grenoble, j'ai changé un peu de sujet, où j'ai travaillé sur des grimpeurs, et là c'était la répartition de force sur les doigts. Et les doigts, c'est un paradigme assez intéressant dans le sens où vous avez le contrôle de l'équilibre de la main lorsque vous grimpez, et donc ça renvoie à des questions de contrôle moteur. On verra par la suite qu'on a réutilisé ceci. Parallèlement, avant de revenir à ce que je fais à Poitiers, j'ai été rameur pendant une vingtaine d'années. Donc voilà, sur différentes structures, le pôle France ou le bataillon de Joinville, et j'ai aussi passé les différentes formations fédérales et le brevet d'État. C'est pour ça que je suis assez content d'être ici aussi parmi vous, parce que l'INSEP, ça, comme tout sportif, ça représente vraiment quelque chose. À Poitiers, j'ai travaillé sur plusieurs aspects. Alors, rapidement, quelques aspects un peu marquants, il n'y a pas tout, mais une partie sur le départ de sprint, aussi sur des contrats avec NHK, sur le patinage, sur le triple boucle piqué de Brian Joubert, pour un film qui est passé avant les Jeux Olympiques de 2010. Et depuis 2009, mon travail se centrait essentiellement sur la cinématique, sur la reconstruction cinématique. Je vous parlais tout à l'heure des continuités du travail que j'ai développé à Grenoble sur les grimpeurs. Ça se traduit maintenant sur des travails en micro-pesanteur, où les différences de contrôle de la force lorsque vous êtes en 0G, en 2G ou en gravité normale. Alors bon, enseignant-chercheur, ce n'est pas uniquement de la recherche ou de l'enseignement, c'est aussi de développer des formations, et c'est important par rapport à ça. J'ai travaillé activement pour développer une salle de TP sur Poitiers. Alors pourquoi c'est important? C'est de mettre l'étudiant face à en situation réelle de pratique pour pouvoir développer les concepts mécaniques qui génèrent le mouvement. Et ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire de faire des mouvements, de pouvoir les analyser de suite et pour après entrer sur des concepts mécaniques. Alors, on a développé aussi un diplôme universitaire qui s'appelait Évaluation de la performance sportive du muscle au mouvement. Bon, il est un peu en stand-by, ça n'a pas trop marché. Je pense on pourra en parler après si ça vous intéresse. Et actuellement, on travaille sur la réouverture de la licence entraînement sportif à Poitiers, avec une approche réellement par compétences. Donc le travail ce que je vais développer aujourd'hui, c'est essentiellement sur l'aviron.
c'est un peu un retour, hein. J'ai pas tout le temps travaillé sur cette activité, mais voilà, là ici c'est un peu, on a eu l'occasion de retourner sur cette activité. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, faire des mesures en extérieur, c'est une activité d'extérieur, donc c'est un peu compliqué, on est sur l'eau. Donc pour faire des mesures dynamométriques, comme ça se passe ici au niveau des capteurs de force, ça va encore, mais pouvoir estimer la cinématique, c'est-à-dire le mouvement du rameur, c'est un peu plus compliqué. Donc on travaille aussi sur ergomètre, c'est un peu ce que j'ai fait sur mon doctorat. Et ergomètre, on a plusieurs types d'ergomètres. On a des ergomètres fixes et des ergomètres mobiles. La principale différence, c'est que votre centre de gravité ne va pas faire le même chemin et vous n'allez pas du tout avoir les mêmes forces de contact au niveau des pieds et donc au niveau de la poignée. Ce qui va générer des forces au niveau de la charnière sacro-lombaire qui vont être différentes et une coordination neuromusculaire qui va être différente entre les différentes activités. Et ce que l'on veut quand on fait de l'ergomètre ou quand on fait de l'entraînement semi-spécifique, c'est retrouver des coordinations neuromusculaires qui soient relativement similaires, ou en tout cas d'avoir un travail musculaire qui soit proche de l'activité in situ. Alors pourquoi l'aviron, pourquoi la porte d'entrée pour travailler sur l'aviron, ça a été la pathologie. Et la pathologie la plus commune en aviron, c'est la lombalgie. C'est à peu près 50% des cas de rameurs qui sont touchés par cette pathologie. Ce qu'on constate, c'est que c'est en augmentation. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Alors il y a plusieurs hypothèses, vous lisez la littérature scientifique, vous discutez avec les entraîneurs, on va vous dire c'est les ergomètres, c'est le matériel, c'est l'intensité, le volume, enfin, etc., etc. Mais finalement on n'arrive pas vraiment à cerner ce qui se passe. C'est aussi par rapport à l'aviron, alors c'est pas la première porte d'entrée, mais c'est l'optimisation de la performance. Et l'aviron, vous avez, le rameur est en boucle fermée, c'est-à-dire qu'il est assis, les pieds sont liés, il est assis sur une coulisse et vous avez une infinité, de grandes possibilités de changer les réglages qu'il va avoir. Le problème, c'est que si vous changez des paramètres ici sur le cale-pied, par exemple, qui est un paramètre intéressant à optimiser par rapport à la génération de la force et à la production de puissance au niveau des articulations, vous allez avoir des répercussions sur l'ensemble de la chaîne musculo-squelettique et sur le point qui nous intéresse, la charnière sacro-lombaire. Donc vous pouvez changer la position du cale-pied, mais si vous ne comprenez pas réellement bien ce qui va se passer entre le cale-pied et le bassin, vous risquez de faire des grosses erreurs et de vous retrouver avec des rameurs qui vont avoir un effet négatif par rapport à leur état de santé, enfin en tout cas les blessures, et un athlète qui ne s'entraîne pas, c'est un athlète qui régresse. Voilà. Donc on a pris la vision de travailler sur du musculo-squelettique par la suite, alors on va revenir là-dessus, aussi par rapport à l'entraînement semi-spécifique, j'en ai parlé tout à l'heure, et de savoir quel régime musculaire est employé lors de ces entraînements. Alors ça peut être sur entraînement en aviron, sur ergomètre, mais ça peut être aussi sur des mouvements de musculation. Est-ce qu'on est dans les mêmes gammes de régimes? Est-ce que les muscles s'étirent ou se contractent de la même façon? Et ça va être important au niveau neuromusculaire et au niveau du renforcement. C'est d'autant plus important qu'en aviron, vous vous déplacez dans le sens contraire du déplacement du bateau. Et vous pouvez générer des forces importantes au niveau du cale-pied, que vous apprenez par exemple sur l'ergomètre d'aviron, qui est en fixe, vous allez reproduire sur le bateau, et puis finalement vous allez avoir une fluctuation de vitesse qui va être plus importante, donc des problèmes au niveau de la répartition énergétique sur le coup. Donc là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le travail qu'on a développé avec Maëva, qui est ici, une doctorante qui est en deuxième année de thèse. Donc on a commencé ce travail en Master 2. Et notre objectif, c'est de caractériser la chaîne cinématique, ou la cinématique musculaire du membre inférieur et des lombaires. Donc ce que l'on suppose, en gros on n'est pas très loin, on a des bons indicateurs par rapport à ça, c'est que des coordinations musculaires spécifiques à chaque rameur vont être différentes malgré une tâche qui va être très contrainte. C'est-à-dire que c'est un peu comme sur le pédalage en vélo, vous êtes lié à la selle, vous êtes lié au cale-pied, finalement vous n'avez pas beaucoup de solutions.
Et ça, une des grandes différences, ça va être les muscles biarticulaires, qui vont pouvoir avoir des régimes qui vont être différents, alors que le mouvement apparent va être quasiment similaire. Muscles biarticulaires, c'est des muscles qui vont traverser deux articulations, comme les ischio-jambiers, comme le droit fémoral, comme les gastronymes. La deuxième hypothèse, c'est que la différence gestuelle va avoir un impact propre à chaque rameur sur le système musculo-squelettique, et notamment au niveau lombaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir une répartition, enfin une répercussion au niveau de la charnière sacro-lombaire. La deuxième problématique dans laquelle on travaille, c'est comment caractériser la cinématique in situ. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser une résolution par cinématique inverse, en utilisant uniquement comme donnée d'entrée la situation du bassin et une fermeture de boucle, ou la position des pieds dans le bateau. Donc ça nous permettrait d'accéder à la cinématique musculaire par des mesures qui sont simplifiées, c'est-à-dire utilisables par l'entraîneur, parce qu'on a besoin de très peu de données, mais un modèle qui va être relativement complexe derrière, mais qui est une boîte noire finalement, et dans lequel on espère pouvoir remettre notre modèle musculo-squelettique derrière pour avoir les variations de longueur du muscle. En situation, donc situation d'entraînement, pour faire du monitoring en bateau, ou en situation de musculation ou semi-spécifique sur ergomètre. Donc là, au niveau de la cinématique, vous avez vu sur la belle affiche du colloque, on utilise des marqueurs rétrofléchissants et on fait systématiquement 3 types de mesures. C'est-à-dire on place les marqueurs sur le sujet. Bon, vous voyez là, on a beaucoup, on a besoin normalement que de 3 pour avoir la situation d'un segment en 3 dimensions. Là, on met en surnuméraire pour travailler sur des phénomènes d'optimisation et pour avoir réellement une référence. Ces marqueurs sont placés sur la peau, donc ils vont être entachés de mesures, d'artefacts de tissu qui sont dus au mouvement de la peau qui va être indépendante, ou des muscles qui va être indépendante du mouvement de l'os sous-jacent. Et ce qui nous intéresse, c'est d'accéder à ce qui se passe au niveau de l'os. On va faire ici des mouvements fonctionnels, c'est-à-dire des mouvements de rotation. On va solliciter l'ensemble des degrés de liberté pour pouvoir retrouver la position du centre articulaire, ici la position entre l'acromion et l'omoplate, c'est-à-dire le point qui va le moins bouger. Et après, on fait la tâche qui va être mesurée et on va appliquer notre modèle derrière. Alors, on utilise pour cela, je vais aller très très vite là-dessus, mais ce qu'on appelle une méthode de reconstruction cinématique globale. Vous avez les marqueurs ici qui sont placés sur le membre inférieur. Les marqueurs qui sont en rouge nous servent à caractériser des points particuliers. Par exemple ici le milieu du condyle ou le métatarse, qui vont être enlevés au cours de l'expérimentation parce qu'ils vont être gênants. Par exemple ici sur les doigts de pied. Et on va développer une chaîne cinématique. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne cinématique? C'est des longueurs de segments qui vont être constants, des contraintes au niveau des articulations qui vont définir les degrés de liberté, c'est-à-dire la flexion-extension, l'abduction-adduction, la rotation interne-externe. Donc elle peut être plus ou moins complète, cette chaîne cinématique. Et on va mesurer les marqueurs au cours du mouvement. Donc vous avez ces marqueurs qui sont ici. Et ce que l'on va faire, c'est venir placer cette chaîne cinématique sur des marqueurs qui, eux, vont être bruités par les artefacts de tissu. Donc on va retrouver des longueurs qui vont être constantes. Donc on replace ici, vous voyez les marqueurs verts sont replacés, où notre chaîne cinématique est replacée par rapport aux marqueurs verts, et on vient optimiser, c'est-à-dire minimiser l'ensemble, la distance de l'ensemble des marqueurs, ici verts, par rapport à nos marqueurs qui sont au départ développés dans notre modèle. Donc on minimise par une fonction on linéarise, c'est nettement plus simple quand on a une fonction qui est linéaire, et ici on définit les Qmax et Qmin, c'est-à-dire les amplitudes maximales et minimales dans lesquelles on va venir chercher la solution, et on minimise ici à chaque instant la position de la chaîne cinématique. Et on fait ça à chaque instant. Voilà le process qui est derrière, c'est des process qui viennent de la robotique, qui nous permettent d'avoir des longueurs de segments qui vont être constantes et de pouvoir appliquer correctement des lois de mécanique derrière. Donc le travail avec Maeva a commencé, la question qu'on s'est posée, c'est
Par rapport à la lombalgie, on n'avait pas vraiment de solution. On a travaillé sur la symétrie au niveau des forces, au niveau de la cinématique, au niveau de l'anthropométrie. On a travaillé sur les différents types d'ergomètres et on n'arrive pas à avoir d'acteurs, enfin de position réellement claire pour tous les rameurs, en tout cas d'avoir des indicateurs de blessures. Alors ce qu'on s'est dit, c'est que si on travaillait non plus sur la position des segments ou les amplitudes segmentaires ou les forces qui sont produites au niveau des pieds ou au niveau des mains, mais sur ce qui se passe réellement au niveau de chacun des muscles. Et on est capable de faire ça maintenant parce qu'on a des logiciels qui sont ici, on utilise OpenSim, mais il y en a d'autres qui sont développés aussi. Alors OpenSim a l'avantage d'être développé sur des fonds américains, sur le NIH, et qui sont en open source. Open source, c'est-à-dire que vous pouvez accéder directement à votre modèle, vos longueurs ici, et changer les insertions de points, changer tous les paramètres cinématiques, etc. Donc nous, on utilise uniquement ce modèle pour avoir les variations de longueur de muscles, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour faire de la simulation, pour faire de l'analyse, pour faire revenir sur les puissances articulaires, etc. Et on fait ramer nos rameurs sur ergomètre, ici, et on veut voir la variation de longueur des muscles. Et pour cela, il nous faut une référence. Quelle est la référence de votre longueur maximale atteinte par votre muscle et qui va servir sur ce qui va se passer au niveau du mouvement d'aviron, et dans lequel vous allez pouvoir vous référencer. Et l'idée, ça a été après avoir travaillé là-dessus, ça a été d'utiliser des tests qui sont utilisés en kinésithérapie, de variation de longueur, enfin d'estimation de longueur maximale ou d'amplitude maximale articulaire ou de souplesse, etc. Donc là, vous avez un mouvement qui est fait, mais alors je reviendrai là-dessus après. Donc là, c'était sur le Master 2 de Maeva. Donc on a fait une étude préliminaire avec 3 rameurs, 5 tests statiques. Vous avez ici pour estimer la longueur des ischio-jambiers, ici pour estimer la longueur maximale du psoas, ici aussi pour les ischio-jambiers et les solaires, ici pour le solaire, et puis ici un mouvement qui était utilisé par les kinés de l'équipe de France d'aviron. Donc ici, alors je reviens sur la diapositive, ça nous donne notre longueur maximale statique, qui va nous servir de référence, et on va normaliser nos données ici de 0 à 100 pour chacun des muscles de notre modèle. Donc ici vous avez le mouvement d'aviron, la phase de propulsion, la phase de retour, avec le découpage, la phase de propulsion, la phase de retour où il n'y a pas de force générée au niveau des pieds, mais simplement un repositionnement du rameur, et le modèle ici qui est développé avec OpenSim, avec une cinématique inverse telle que je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc les variations de longueur de notre modèle qui nous donne ceci lorsque l'on le normalise. Et vous voyez que pour un mouvement ici qui est identique, c'est-à-dire qui est contraint, vous avez une flexion maximale au niveau de la cheville, de la hanche et du genou. Pour les 2 rameurs au niveau de la phase de propulsion, vous avez un régime de variation de longueur du muscle, ici biceps fémoral long chef, donc un des ischio-jambiers, qui va être assez différent. Ici vous avez une variation de longueur qui est assez importante sur la première phase, sur les 20 premiers % du cycle, et après vous avez soit un raccourcissement et puis une élongation qui va être relativement constante, soit quelque chose qui va être ici relativement plat, qui va plutôt correspondre à un régime statique ou isostatique. Vous voyez qu'ici aussi on a des différences au niveau de l'attaque qui vont à l'attaque, c'est-à-dire dans cette position-là, qui vont être entre les 2 rameurs, qui vont être importantes. Donc vous avez la courbe moyenne ici, et puis l'écart type sur les 45 secondes du test. Donc pour un mouvement qui est contraint, qui est similaire pour 2 rameurs, enfin globalement ils ont les amplitudes qui sont identiques, vous voyez que vous avez des régimes qui sont différents. Et ça c'est quelque chose, on ne m'attendait pas moi à avoir des différences aussi nettes, aussi importantes entre 2 rameurs. Donc ici nous avons nos 3 rameurs, vous avez les 2 garçons qui sont en bleu et notre fille là qui est en vert. Et vous voyez que pour un des muscles lombaires,
on a des différences qui sont assez importantes. Les garçons, à l'attaque et à la fin du retour, sont autour de 100% de leur valeur obtenue en statique. Donc, a priori, on peut se dire que là, ils sont dans une situation plutôt à risque, alors que notre fille, ici, à 95%, elle fonctionne complètement différemment. Ici, j'ai représenté pour un même rameur la variation de longueur du vaste latéral, donc un muscle qui va être monoarticulaire. Et vous voyez que le régime de contraction, ici, en fonction de la cadence, donc là vous êtes à 20 coups par minute, et puis là en rouge à une cadence de course, qui va être relativement différent, en tout cas par rapport au pourcentage de cycle, avec des gradients de pente qui vont être différents. Alors que la force générale ou la puissance va être quand même sur la phase de propulsion relativement similaire. Donc là, ça nous donne quand même des indications, enfin c'est ce qu'on voulait, hein, sur comment fonctionne le muscle par rapport à notre modèle au cours du mouvement d'aviron. Et on voit qu'on a des différences au cours de la cadence, on a des différences entre filles et garçons, et on a des différences pour le groupe de garçons, enfin pour les deux garçons, au cours du mouvement. Donc là, on s'est interrogé aussi sur nos tests. Est-ce qu'il fallait utiliser des tests passifs ou actifs? Donc la position accroupie, on est sur un test qui est actif, où on a la gravité qui va agir indirectement. Et là, le sit and reach test, on est sur un test qui va être plutôt défini comme passif. Et vous voyez là, pour garçons, donc sit and reach test et position accroupie, les deux garçons obtiennent leur valeur maximale pendant la position accroupie, alors que la fille, c'est pendant le sit and reach test. Donc on a une variation en fonction du sexe, fille ou garçon, qui va revenir à des problématiques que vous rencontrez sur le terrain, c'est-à-dire des souplesses qui vont être différentes au niveau articulaire entre filles et garçons. Une géométrie aussi osseuse qui va être différente, avec un bassin qui va être plus large pour les filles, donc une inclinaison des fémurs qui va être plus importante, et des problématiques spécifiques au niveau du genou, avec des contraintes qui vont être différentes entre filles et garçons. Donc si on regarde pour les ischio-jambiers, de la même façon, on a notre fille qui est à 100% sur le sit and reach test, et c'est ce qu'on obtient au cours du mouvement. Alors que ici, au cours du... pour les garçons, on est autour de 99 pour l'un, 97. Et ça vient aussi de la façon de mobiliser le pelvis au cours du mouvement. Donc tout ça nous fait dire qu'il faut qu'on travaille sur des filles et des garçons, et il faut qu'on ait un panel qui soit beaucoup plus important, et aussi qu'on améliore notre modélisation. Donc là, on a utilisé un modèle qui est un peu plus abouti, qui comprend plus de muscles. Donc ici, vous avez représenté le vaste interne et médial et latéral, le rectus femoris en biarticulaire. Et surtout plus de muscles avec une modélisation qui est beaucoup plus importante au niveau de la charnière sacro-lombaire pour mieux comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Et notamment les interactions entre membres inférieurs et bassin. En biomécanique, ce qu'on constate, c'est que vous avez beaucoup de groupes qui travaillent sur ce qui se passe au niveau lombaire et tout ce qui se passe sur le tronc, beaucoup de groupes qui travaillent sur le membre inférieur, mais très peu de groupes qui vont lier les deux. Et là, dans un mouvement comme l'aviron, c'est important de pouvoir lier les deux pour avoir une variation de longueur de ces muscles qui vont être, ici du bassin, qui vont être liés à la flexion de hanche, mais qui vont être aussi liés à l'inclinaison du pelvis. Pour cela, il a fallu travailler sur le modèle en lui-même. Donc on l'avait fait sur le master, mais de manière plus importante ici, c'est-à-dire d'augmenter les amplitudes de flexion. Par exemple, le modèle générique, c'est des modèles qui sont faits pour la marche, et la flexion-extension du genou, elle est limitée à 100 degrés, alors que là, on l'a montée à 160 degrés. Donc la même façon pour le genou, pour la hanche, le genou et les lombaires. On a rajouté aussi par rapport au modèle des degrés de liberté qui nous semblaient importantes par rapport au mouvement d'aviron. Mais quand vous augmentez l'amplitude, vous ne faites pas simplement changer un chiffre, un curseur sur votre logiciel. Vous avez les bras de levier qui vont intervenir.
Donc là, vous avez les bras de levier qui vont être donnés par le modèle au départ. Et on va donc, qui sont donnés ici. Vous voyez, hop, pour la hanche. Donc gluteus et le biceps fémoris. Et vous voyez qu'en amplitude maximale, le muscle ici, il n'y a pas de contrainte au niveau de l'articulation. Donc il va traverser l'os à un moment donné. Donc là, on sait que le bras de levier, il va pas être correct. Donc on a retravaillé sur des cadavres, enfin sur des mesures obtenues sur les cadavres pour avoir une continuité du mouvement et avoir des données qui vont être réalistes. Donc on parlait tout à l'heure aussi de l'utilisation d'un modèle en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Vous avez ici la longueur du semi-tendineux en 2D, donc qui va dépendre uniquement de la flexion de hanche. Et vous voyez que cette longueur, là c'est sur de la simulation, hein, à cette longueur, elle va être relativement linéaire lorsque vous avez passé de 0 degré en flexion de hanche à 100 degrés. Et vous allez avoir une variation de longueur pour notre modèle générique, le modèle donné par OpenSim, de 46 cm, on va passer à 56 cm. Quand on passe en 3D, finalement, ce muscle, il va dépendre, sa longueur va dépendre de la flexion de hanche et de la flexion-extension de genou. Et puis, accessoirement, de l'adduction. Donc, vous avez, ici, on fait une nappe qui va donner. On retrouve notre valeur maximale ici pour une flexion de hanche de 100 degrés. Mais lorsque l'on va donner ici de l'adduction, vous voyez que là, on gagne encore 20 mm, excusez-moi. Donc on passe de 56 cm à 58 ici. Donc la longueur maximale, on ne l'obtient pas uniquement sur une flexion, mais sur des mouvements qui vont être plus complexes. Donc ça nous a amené à travailler, à redéfinir comment ça s'appelle, les mouvements, enfin les tests statiques qui vont être donnés au départ. Et pour ça, on a fait une grosse expérimentation au mois d'octobre, en prenant 13 garçons et 13 filles qui sont des sportifs de tout niveau, des raids, des parades. Voilà. On a placé un modèle pour le membre inférieur, de l'EMG sur des muscles pour vérifier qu'on est bien sur des tests passifs, donc c'est-à-dire qu'on cherche pas d'EMG, pas d'activité électrique des muscles antagonistes, et un modèle à 8 segments et 10 degrés de liberté et 110 muscles. Donc je vous donne 2 exemples par rapport à ça. On avait un gros problème pour estimer la flexion maximale au niveau lombaire. Donc vous avez des tests qui sont définis dans la littérature ici, voilà, que vous retrouvez, et celui qu'on a utilisé la première fois. Et on a introduit un nouveau mouvement qui ressemble à la position qu'on a à l'attaque en avion. Alors pourquoi cela? Parce que ce qu'on cherchait à avoir, c'était avoir une position relativement neutre du bassin, le bloquer. Donc on le bloque ici en ayant une flexion au niveau de la hanche, et il est bloqué par les ischions, et d'avoir aussi les ischio-jambiers qui soient détendus afin de ne pas avoir de répercussions ici au niveau de sacro-lombaire. Donc on fait passer à nos 26 sujets ces 5 tests-là et on regarde ce que ça donne. Et vous voyez qu'ici vous avez nos tests qui sont classés. Donc là, quand je mets les mains sur les hanches jusqu'au rower and reach, ça c'est la position qu'on préconise, et puis sit and reach test. Vous voyez que les 2 tests sont relativement proches pour nos 26 rameurs, et on a des différences significatifs avec les 3 autres. Donc ça, c'est quand on regarde ce qui se passe au niveau global, une moyenne, un écart type, et qu'on fait des tests statistiques. Quand on regarde ce qui se passe au niveau individuel, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simulé ici la flexion lombaire, donc pour chacun des rameurs, et ça nous donne cette variation ici, moyenne ici, avec un écart type qui est représenté ici. Et vous voyez qu'en fonction de la flexion lombaire, on a, pour le multifidus, représenté en pourcentage, une variation qui est relativement linéaire en cours du temps. Et quand on place nos rameurs ici, enfin pas nos rameurs, nos sujets, on a quelque chose de complètement différent. On a par test quelque chose qui est vraiment horizontal. Et vous voyez qu'on découple bien les tests, hein. Là, vous avez
un N-Shank test, vous avez ici le rameur et le sit and reach, et puis les deux autres qui sont là. Mais aussi on a une répartition qui est différente entre filles, ici qui sont en clair, et puis en figure remplie pour les garçons. Vous voyez qu'on a les filles qui sont plutôt à gauche et les garçons qui sont plutôt à droite. Donc nous, on s'attendait plutôt à avoir les tests qui se retrouvaient suivant cette ligne-là, et on a quelque chose qui est plutôt horizontal, et plus on va aller vers le test qui détermine le mieux notre flexion maximale, plus on va être compact avec une dispersion qui va être moins importante. Alors qu'est-ce qu'on en retire de cela? C'est que pour avoir une flexion maximale au niveau de la charnière sacro-lombaire, pour pouvoir l'estimer, il faut bien détendre les ischio-jambiers et il faut avoir une position du bassin qui soit maintenue au cours du temps. Et c'est ces deux positions-là qui nous permettent sit and reach test, ça c'est ce que préconisent les kinés, et puis le mouvement de rameur, vous voyez qu'on est légèrement plus importante. Et puis là, quand vous regardez vos rameurs, vos sujets, vous avez une sujet qui est hyper souple au niveau des hanches et qui se place ici. Et ça, c'est aussi intéressant par rapport à quel test on va pouvoir utiliser, parce que pour ce test-là, elle n'est pas du tout dans le panel. Donc on a regardé aussi ce qui se passait au niveau des étirements statiques pour les ischio-jambiers. Et les deux tests qui sont recommandés, c'est le PSLR, ici, où vous tendez la jambe en passif et vous remontez, ou le KET, c'est-à-dire le Knee Extension Test, où vous placez la cuisse à 90 degrés et vous tendez le genou. Donc, en gros, la grosse différence, c'est que vous n'étirez pas tout à fait au départ les mêmes portions du muscle. Là, vous êtes plutôt sur une portion distale, ici sur une portion proximale. Et ce que l'on a essayé de regarder, c'est l'effet de la position de départ du genou, c'est-à-dire de la hanche, excusez-moi, à 70 degrés, à 90, à 110 et puis en max. Alors, quand on regarde en simulation, on regarde ce qui se passe dans la littérature, vous voyez que les deux tests, là vous avez la flexion de hanche et la flexion de genou. Quand vous êtes sur le PSLR, vous n'avez rien qui se passe au genou, c'est normal, vous êtes sur une ligne droite. Et puis quand vous êtes sur le KET, vous êtes à 90 degrés, vous n'avez rien qui se passe au niveau de la flexion de hanche et uniquement au niveau du genou. Et vous voyez que les deux tests, là c'est la zone où on est le plus, la longueur de muscle qui va être le plus importante, on est sur le biceps fémoral, et on n'a pas réellement de différence. Par contre, quand on regarde nos sujets, alors on est dans l'autre sens, on a des différences qui vont être super importantes entre les différents tests. Vous voyez qu'ici, on va être sur le PKE, enfin le KET à 70 degrés. Excusez-moi, le PKE, il va être ici à ce niveau-là. Et on est sur le PSLR à ce niveau-là, qui va être le test qui va être le plus compact, c'est-à-dire la moindre dispersion, et dans lequel on va pouvoir avoir la longueur estimée des ischio-jambiers qui va être la plus importante. Donc qu'est-ce que l'on peut en conclure? C'est que là, le modèle musculo-squelettique, c'est une grosse armada, mais ça nous permet de déterminer les longueurs maximales obtenues, notre référence pendant le mouvement d'aviron, et de pouvoir après avoir une référence qui soit correcte, qui va nous permettre de déterminer si nos muscles sont proches de leur leur extensibilité maximale en statique, donc l'autre 100%, s'ils vont dépasser dû à des effets d'inertie, ou s'ils vont être dans une situation qui va être plus proche de 90 ou 80. On a aussi un effet, ici, homme-femme, qui est important. Donc voilà, c'était la partie sur l'extensibilité. Vous voyez qu'on est au début de l'étude, c'est-à-dire que là, on a déterminé les tests qui étaient importants pour pouvoir avoir l'extensibilité maximale sur les mouvements, ce qui va nous permettre maintenant de refaire des expérimentations avec des rameurs sur ergomètre et de pouvoir déterminer correctement les variations de longueur au cours du mouvement et de donner des indications après sur comment le muscle fonctionne pour chacun des rameurs. Est-ce qu'il se situe pour les érecteurs spinaux proches de leur maximum,
au cours du mouvement, ou est-ce qu'il est plus autour de 90%? Donc est-ce qu'on est dans une situation à risque ou pas? Et est-ce qu'il y a des compensations droite-gauche au niveau du mouvement? Donc j'avais une dernière partie sur la cinématique inverse, je vous en ai parlé tout à l'heure. La cinématique inverse, ici, peut-être qu'on la conçoit, je vous rappelle, c'est de pouvoir avoir uniquement la situation de la racine, donc c'est-à-dire du bassin, et une contrainte au niveau du cale-pied, afin de pouvoir estimer les flexions-extensions au niveau de la cheville, du genou et de la hanche, sans mesure à ces niveaux-là. Donc là, bon, comme mesure de référence, on utilise tout le temps un système d'analyse du mouvement. On fait sur ergomètre. Donc là, bon, situation du bassin, position des pieds, c'est les données d'entrée, et retrouver angle de la hanche, du genou, de la cheville et du métatarse à partir d'uniquement cette information au niveau du bassin et de cette information qu'on a ici. Donc ici, on a comparé deux types d'algorithmes. Donc là, ce qui est important de noter, c'est qu'on est en 2 dimensions. 2 dimensions, tout à l'heure, je vous ai dit, 3 dimensions, c'est important pour les variations de longueur musculaire. Donc c'est le travail qui nous reste à faire, en fait. On va voir déjà si on arrive à résoudre le problème. Donc là, on va utiliser une redondance, qui est la redondance cinématique par rapport à l'espace de tâche qu'on va chercher. Donc si on regarde, on a un premier algorithme ici, IK1, qui est un algorithme de cinématique inverse, où on va chercher la solution sur l'ensemble de l'espace articulaire. Et puis IK2, on va chercher une solution qui va être plus ciblée par rapport à des expérimentations qu'on a fait avant. C'est-à-dire qu'on rentre globalement un peu on limite l'espace articulaire. Et ici, on fait un Blank-Hartmann, c'est-à-dire pour pouvoir comparer par rapport à une mesure de référence. Et on retrouve ici l'articulation du genou, l'articulation de la hanche, l'articulation de la cheville et l'articulation du métatarse. Donc quand on compare IK1 par rapport à notre mesure de référence, vous voyez qu'on est sur une ligne, si les deux étaient équivalents, on serait sur cette droite ici, qui passe par l'origine et qui est à 45 degrés. Ici, on est sur une ligne qui est un peu plus importante, même si on a un coefficient de corrélation qui est relativement bon. Et ici, vous avez la dispersion, le coefficient de variation de notre étude. Quand on cherche, quand on donne une solution, on a quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus précis, plus exact, parce qu'on se rapproche plus de notre ligne de référence, avec une dispersion de nos données qui va être moins importante. Alors, ce qui est important, c'est de regarder ce qui se passe lorsque on compare nos algorithmes, les uns par rapport aux autres au cours du mouvement, et qu'on regarde en fonction du temps, ou en fonction ici du cycle d'aviron. Vous avez l'attaque, le dégagé, le milieu du cycle, pour chacun des degrés de liberté. Vous voyez que là, en pointillé, vous avez l'IK1, et là, les deux qui sont confondus, vous avez IK2 avec notre mesure de référence. Qu'est-ce que l'on a? On a quelque chose qui n'est pas très bon, qui est assez bon pendant la phase de propulsion, pas très bon pendant la phase la fin de propulsion, début de retour, pour IK1. Mais surtout, on a une mesure qui va se dégrader en partant de la racine, qui est le bassin, et qui va aller jusqu'au métatarse. Donc, vous voyez qu'ici, on va avoir une erreur moyenne de 5 degrés et de 1,5, et ici, on va être à 9,7 et 3,2. Donc là, c'est des données pour 2 sujets. Enfin, les données réelles pour 2 sujets. Et vous voyez que ces données aussi, elles vont pouvoir varier en fonction des sujets. Donc ce qui veut dire pour ça, c'est qu'il faut encore qu'on améliore nos données d'entrée, mais on arrive à fournir quelque chose de relativement précis à partir d'uniquement la situation, c'est-à-dire la position du bassin et l'orientation du bassin au cours du temps sur un mouvement qui est relativement complexe. Ouais. Et j'ai fini. Donc voilà, c'est faisable en 2D, par contre il faut le faire en 3D. L'intérêt, c'est de pouvoir monitorer l'activité au cours du mouvement, pour des mouvements cycliques essentiellement et pour la réhabilitation. Et le challenge, c'est d'améliorer ceci pour pouvoir mettre notre couche de modèles musculaires et pouvoir monitorer l'activité au cours du mouvement. Bon, tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Je suis aujourd'hui tout seul ici. Voilà, il y a
un peu tous ces gens qui ont travaillé sur différentes parties au cours du temps, sur les 15 ans de travail. Merci beaucoup pour cette présentation. Je me tourne vers vous. Avez-vous des questions à adresser à notre intervenant du jour? Bonjour. Je me présente, Mourad Chalafi, podologue sportif. Et je voudrais savoir simplement si vous avez étudié les pressions au niveau des cales des pieds. Ou pas du tout, parce qu'on sait qu'en fonction de la pression, l'incidence au niveau du membre inférieur entraînera des élongations ou des contraintes sur les muscles. Alors, oui et non. On n'a pas non dans le sens où c'est pas directement la pression qu'on a, c'est pas le champ de pression qu'on a mesuré, mais les forces. Donc c'est-à-dire les composantes de force. Et donc à partir de ces composantes de force, on remonte sur le centre de pression. Mais on n'a pas la distribution de pression sur le pied en tant que tel. Enfin, nous, ce qu'on a fait, après, c'est fait dans d'autres universités ou d'autres groupes de recherche. Après, oui, les forces qui sont appliquées au niveau des pieds sont la conséquence des accélérations des segments, donc sont la conséquence des contractions musculaires, globalement. C'est dans ce sens-là que ça va. Si vous prenez la deuxième loi de Newton, c'est la masse fois l'accélération du centre de gravité qui va vous donner les forces externes. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, et c'est une conséquence, les forces externes, des mouvements segmentaires que vous allez faire, donc des variations de longueur de vos muscles au cours du mouvement. Okay. Donc voilà, donc ça a un lien direct sur la capacité de production de force que vous avez, donc la capacité de production de puissance externe de votre athlète. Donc ça serait possible en fait de modifier la biomécanique du mouvement de l'aviron à l'aide, si on joue sur les pressions, vous pensez? Non. Ouais, c'est une discussion qu'on a au niveau de avec les gens de l'aide à la performance de la Fédération d'aviron, dans le sens où il y a d'énormes gains à faire au niveau du cale-pied. Le cale-pied n'est pas optimisé par rapport à... Enfin, il est placé, c'est de l'essai-erreur, donc c'est relativement bien. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que globalement, la conséquence donc, de vos mouvements, votre vecteur force va passer par articulation du genou, quasiment au niveau de l'articulation du genou. Ça a quoi pour conséquence ceci? C'est-à-dire que votre genou ne produit quasiment pas de puissance au niveau du cycle d'aviron, enfin, mécaniquement. D'accord. Donc il ne produit pas de puissance, alors que vous avez, si vous regardez les cuisses des rameurs, le vaste interne et le vaste externe sont extrêmement développés. Mais elles ne contribuent pas directement à la propulsion. Donc l'idée, c'est de trouver une position du cale-pied, ou en tout cas voilà, il y a nos amis néo-zélandais qui ont travaillé dessus, ou d'autres groupes, de trouver une position du cale-pied ou comment dire, une géométrie du cale-pied, ou enfin, en tout cas de l'interface entre le pied et le bateau qui soit différente, qui permette de générer une force qui soit différente, enfin une orientation de cette force qui soit différente, qui ne passe pas par articulation du genou et qui permette de générer de la puissance articulaire, donc de la puissance externe. Mais quand vous modifiez le point de contact avec avec le bateau, vous allez influencer sur l'amplitude de la cheville, sur l'amplitude du genou, sur l'amplitude de la hanche. Et ces articulations, elles sont liées les unes par rapport aux autres avec des muscles biarticulaires. Et vous pouvez avoir, il y a ce qu'il faut faire, puis après il y a les capacités de l'athlète. C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable de générer de la force à ces amplitudes-là, ou sur ces amplitudes-là, est-ce qu'il est capable d'être confortable dans les amplitudes qu'on va lui donner? Donc il y a tout un travail amont. Si on change une position d'un athlète, il y a tout un travail amont de préparation physique, que ce soit sur de la souplesse ou sur de la capacité de générer une force à ces amplitudes-là. Et ça va être aussi individualisé, parce que vous avez des athlètes qui vont avoir pour une puissance articulaire identique, avoir des insertions musculaires qui vont être différentes, et donc des athlètes qui vont plutôt travailler sur une articulation en vitesse, puisque la puissance est un rapport entre la vitesse et soit le couple, soit la force produite, soit qui vont plutôt travailler en force.
Donc voilà. Mais c'est un vaste sujet. Mais si on veut optimiser, enfin, en tout cas améliorer, et là, intuitivement, il y a des gains à avoir. Il y a tout un travail amont, et là, ça demande vraiment un travail pluridisciplinaire entre les athlètes, les entraîneurs, les recherches qui sont faites par rapport à ça. Voilà. Et les nations qui sont importantes là-dessus, ça s'intéresse à cet aspect-là. Ouais. Florent, merci pour ton intervention. J'ai évidemment plein de questions. La première, c'est super intéressant ce que tu as montré sur les variations de longueur au niveau des muscles. Petite précision, tu parles bien de l'ensemble entre le muscle et le tendon, tu ne parles pas uniquement de ce qui se passe au niveau musculaire. Ouais, là, on a l'ensemble. Sur OpenSim, on peut séparer, dissocier la partie tendon de la partie générateur de force, et on peut faire varier ces paramètres internes. Ok. Mais là, en l'occurrence, les variations que tu nous as présentées, c'était l'ensemble ? Oui, c'est l'ensemble. D'accord. Donc là, tu parles des variations de longueur. Déjà, j'étais intéressé de voir que, après, tu questionnes la méthodologie pour avoir les longueurs maximales, mais que dans certaines configurations, pour certains rameurs, on dépasse la mesure maximale que vous avez atteinte ou obtenue dans les tests statiques, si je comprends bien, en tout cas en début et fin de mouvement. Et donc, ça questionne sur effectivement l'exposition au risque de contrainte supramaximale. Et la question que j'aurais par rapport à ces variations de longueur, donc déjà on voit que tu as des variations hyper importantes entre les sportifs, entre les rameurs, donc ça veut sans doute dire qu'en termes d'entraînement, appliquer la même méthode à tous, c'est peut-être pas... Est-ce que je vais un peu trop loin en disant ça? Est-ce que utiliser les mêmes méthodes de développement pour chacun d'entre eux, est-ce que c'est pas... faire des raccourcis, peut-être qu'il y a de l'individualisation à prendre en considération si on intègre tes résultats. Est-ce que ça, c'est une première chose? Est-ce que je vais un peu loin? Est-ce que c'est un peu tôt? Si je prends ma casquette de scientifique, oui, je te dirais que c'est tôt, enfin, pour aller jusque-là, mais ça rejoint l'individualisation par rapport... dans le modèle, l'individualisation par rapport aux insertions musculaires, par rapport aux bras de levier. Là, on a des bras de levier qui sont par rapport à un modèle générique, qui ne sont pas les bras de levier des athlètes en tant que tels. Enfin, donc il peut y avoir des variations par rapport à ça. Il y a des variations aussi au niveau de la géométrie osseuse, au niveau articulaire. Donc voilà, là on donne des... Je pense qu'on est assez bon, enfin, on sera assez bon au final du travail de Maeva pour donner une vision d'ensemble de ce qui se passe. Après, pour pouvoir individualiser, ça veut dire individualiser le modèle qu'il y a derrière pour donner des recommandations aux athlètes, à un athlète spécifique. Et petite question annexe, tu ne l'as pas précisé, mais on n'a pas de connaissance concernant le statut du muscle au moment où il s'allonge ou est-ce qu'il se raccourcit? Est-ce qu'il est actif ou est-ce qu'il est inactif? Non. Vous n'avez pas d'information? Là, on n'a pas d'information. Une information clé pour savoir si... Ouais, on n'a pas d'information à ce moment-là. On a repris des EMG, enfin de l'activation sur d'autres articles, et ça correspond assez bien, c'est-à-dire que pendant la partie sur les ischio-jambiers, là où il se réallonge, c'est plutôt dans la littérature sur quelque chose, un régime passif. Mais voilà, on ne sait pas, et c'est justement ce qu'on va faire dans le futur, c'est-à-dire avoir réellement le régime de contraction lié à l'activité musculaire. Bonjour Florent, merci beaucoup pour ta présentation. Juste avant, je crois Daniel qu'il faut que tu ailles brancher ton ordinateur. Je reviens sur ma petite question, Florent. Dans le choix des cinématiques restreintes, quel type de choix vous avez fait? Est-ce que c'est un choix purement mathématique? Est-ce que c'est lié à d'autres concepts? Est-ce que tu peux en parler? Sur la cinématique inverse? Ouais. Est-ce que par exemple vous avez utilisé des méthodes de seuillage qui pourraient se rapprocher des lois de la tâche, tu vois, en termes de choix d'hypothèses? Non, justement c'est vraiment un choix mathématique pur. C'est un choix mathématique avec une pondération qui a été déterminée par rapport aux travaux qu'on a fait auparavant sur le kayak, okay. Voilà, pour pouvoir orienter la solution de départ. Mais c'est purement mathématique et c'est là-dessus qu'on doit progresser. On doit progresser sur l'influence des grandeurs, des longueurs est-ce que la longueur quelle est la sensibilité du modèle aux paramètres spécifiques de l'athlète? En gros, globalement, c'est ça. Et après, quel modèle mathématique utiliser? Parce qu'on doit pouvoir progresser à ce niveau-là.
Une dernière petite question, parce qu'il va falloir que nous enchaînions sur les intervenants suivants. Merci. Donc, Giuseppe Rabita, je suis chercheur au laboratoire de biomécanique, au laboratoire CEP en biomécanique. Donc merci Florent pour cette belle présentation. J'avais une question un peu pas directement liée à ce que tu viens de présenter, mais surtout à l'aspect environnemental, sur les relations entre les chercheurs, ceux qui sont impliqués dans ces études, et la fédération. Est-ce que tu peux, parce que c'est je pense que c'est intéressant ici à l'INSEP, de parler des moyens que donne la fédération. On a vu dans ta dernière diapo qu'il y a énormément de personnes qui ont participé. Est-ce que tu peux rappeler un peu le cadre dans lequel ces études se réalisent, et puis à moyen terme, quelle est la vision de la fédération, et quel investissement il souhaite mettre ou pas dans la suite? C'est compliqué comme question. Peut-être que tu n'as pas les réponses. Hein. Non. En l'occurrence, si je veux un peu recontextualiser, ici on se pose beaucoup de questions quant au financement de l'accompagnement. Et c'est d'où il doit venir et quelle est l'implication de la fédération dans ce financement. Là, on voit qu'il y a eu un gros effort, que la fédération est très impliquée. Je suppose que là, c'est... Oui, la fédération, mais sur l'ensemble des travaux, hein, la fédération est impliquée. Moi, sur mes travaux de thèse, ça a été des travaux qui ont été faits hors fédération, c'est-à-dire il n'y avait pas de financement, c'est-à-dire qu'on a payé sur le laboratoire l'instrumentation de l'ergomètre, etc. Comment dire, on est passé sur une instrumentation en bateau aussi, sur des sources laboratoires. C'est difficile avec des fédérations d'avoir une continuité de relations. On est obligé de faire des investissements qui sont relativement lourds, pour pouvoir avoir une mesure qui soit proche du terrain, avec une temporalité qui n'est pas la même que celle de l'athlète ou de l'entraîneur. Là, ce qu'on réfléchit, ça aura peut-être des répercussions pour Tokyo 2020, mais on est plutôt sur une temporalité de programmation d'entraînement sur 2024. Globalement, on est en amont voilà. Ça ne veut pas dire que les connaissances qui sont apportées ici ne peuvent pas être d'avoir une meilleure compréhension du mouvement qui est fait d'un point de vue mécanique ou physiologique, etc. Mais après, pour pouvoir le retranscrire sur des routines d'entraînement, sur de l'entraînement, de la programmation d'entraînement et de l'évaluation systématique, quelles sont les variables qu'on va devoir évaluer. L'idée, c'est de ne pas avoir des modèles qui soient aussi complexes et qui mettent en œuvre autant de moyens, parce que ce n'est pas jouable pour les athlètes et pour les entraîneurs. Mais par contre, pour pouvoir simplifier, il faut avoir une bonne vision de ce qui est fait. Parce qu'on a des interrelations au niveau musculaire, au niveau articulaire, au niveau de production de force qui sont importantes. Voilà. Donc ça demande d'avoir des relations sur du long terme, avec des fédérations sur des mouvements. Après, vous pouvez avoir des classes de mouvements. On a travaillé sur le kayak, sur l'aviron, le cyclisme. Voilà, on est sur des mouvements en boucle fermée, c'est-à-dire où le bassin va être fixé à un point, où on va retrouver des choses qui vont être similaires et des choses qui vont être très différentes. Par exemple, je suis désolée de couper. Il y a une toute dernière petite question sur cette présentation. Donc, je suis Stéphanie Verbruge, je suis kiné à la Fédé d'Aviron. Donc j'aurais aimé savoir par rapport à votre travail, si ça va nous permettre de modéliser une position du bassin sur la coulisse par rapport à tout ce que vous avez pu nous montrer. Parce que le constat de départ, c'est qu'il y a eu plein de lombalgies en fait, chez les rameurs et rameuses. Et donc, en fait, vous, avec vos forces musculaires, est-ce que nous, ça va nous permettre... On n'a pas la force musculaire, on a la variation de longueur, qui est globalement la variation de longueur, qui devrait... Mais on revient à la question de Gaël, c'est-à-dire qu'on peut avoir une variation de longueur, et après, il faut avoir l'état d'activation du muscle.
Est-ce qu'il est actif, passif? Ça va nous donner, enfin, si on fait l'analyse, ça va nous donner un état de ce qui est fait. Encore faut-il pouvoir travailler avec les rameurs et le faire avec eux, quoi. Et après, ça nous permet aussi de pouvoir simuler en fonction, on a vu tout à l'heure par rapport aux positions du bassin sur le test de flexion lombaire, que le bassin avait une influence qui était assez importante parce que ça sollicitait, le bassin est un nœud où vous allez avoir des muscles qui vont s'attacher sur le bassin, qui vont descendre, des muscles qui vont s'attacher sur le fémur, sur le grand trochanter qui vont monter, enfin, etc., etc. Et donc l'orientation du bassin va être extrêmement importante. L'idée, oui, ce serait au final, en tout cas, de mieux comprendre ce qui se passe pour pouvoir donner des indications, en tout cas les individualiser. Voilà. Merci à vous pour cet engouement autour de cette présentation. J'espère que vous serez tout aussi motivés à en poser des nouvelles à notre second intervenant, donc Daniel Dinu de notre laboratoire, qui est accompagné par Philippe Denis, qui est présent dans la salle, et John Dovey, je ne sais pas s'il va venir, il ne pourra pas être présent. Bien. Daniel, à toi. Alors, bonjour, je travaille au laboratoire CEP comme chercheur ingénieur là, et en fait je pense que la présentation que je vais faire sera un peu plus différente. Moi j'ai pris un peu au premier degré le titre en fait du séminaire, hein. C'est comment on peut, en tout cas comment ça se passe à l'INSEP au niveau de la performance, quoi. Et je remercie à Philippe Denis, qui est le responsable du pôle box, d'avoir accepté de venir ici. Donc finalement, vous allez avoir, j'ai même un étudiant, vous allez avoir 3 pour le prix d'un. Donc c'est un travail qu'on a entamé maintenant depuis quasiment 2 ans, et je suis très heureux parce qu'il est régulier et il y a une continuité. C'est parti, ouais. Oui, d'accord, pardon. Donc c'est parti quand même d'une page blanche, enfin d'une feuille blanche, et finalement on a essayé de raviver en fait un vieux rêve qui est aussi le mien. Et par rapport au champ que j'étudie, il a été un peu difficilement réalisable, c'est-à-dire le feedback. Et le feedback rapide, c'est une analyse quand même compliquée et parfois délicate, qui est l'analyse de la mécanique du geste, qui est un peu orpheline de par sa complexité technique, hein, j'entends bien. Donc je pense que nous sommes les gros bénéficiaires en fait des avancées technologiques de ces dernières années. Alors, l'idée, c'est quand même de pouvoir mesurer, d'analyser, en fait, de faire la collecte de données mécaniques sur le terrain, et donc finalement de paramètres qui sont discriminants de la performance, et faire au mieux pour ne pas être trop intrusif par rapport à l'athlète, quoi. Voilà, c'est qu'on essaye que l'athlète évolue, il doit pas être gêné. Voilà. Alors, nous sommes organisés de la manière suivante, hein, c'est-à-dire que moi, je suis sur un secteur, comme dirait l'autre, et donc j'ai un peu le rôle du médecin radiologue, c'est-à-dire que je fais des photos de la cartographie d'un instant donné, en fait, de l'athlète de haut niveau. Alors, nous avons les experts, par exemple, du pôle boxe, qui sont les chirurgiens. Ce sont eux qui interviennent en fait auprès des athlètes, parce que j'ai pas la compétence pour le faire, ni l'écoute, et je pense qu'il faut pas mélanger les choses. Et donc évidemment qu'il y a un travail régulier entre ce que je fais moi et tous les acteurs du pôle boxe, et ensuite ils essayent de simplifier, de vulgariser ça pour que les choses s'enclenchent en termes de dialogue. Et le boxeur, évidemment, qui est l'objet en fait de toutes ces attentions, c'est-à-dire c'est pour lui qu'on fait ça.
pour qu'il optimise en fait son geste et sa performance. Alors ça c'est l'intrus comme diapo, parce que je n'ai aucune intention de vous montrer en fait la panoplie d'outils qui d'ailleurs elle est incomplète dont on dispose à l'INSEP, mais contrairement à mon collègue, en fait l'optoélectronique elle est sortie de ma vie comme le CD, quoi, vous voyez, terminé là, parce que par rapport à la demande qu'on a à l'INSEP, c'est quasiment impossible de faire ça, hein, si on parle vrai. C'est-à-dire qu'il nous faut les déménageurs bretons ou je ne sais pas qui pour aller à droite à gauche. Ceci est impossible. Bon, les process techniques de calibration, etc. sont extrêmement difficiles. Donc depuis maintenant une dizaine d'années, moi j'ai parié sur la technologie de la navigation inertielle, et je peux dire, je ne travaille pas pour eux, hein, mais c'est la réalité telle qu'elle est. Je reviens d'Australie, de Brisbane, et en fait plus personne n'utilise de l'optoélectronique, hein, donc dans le monde c'est ça en fait maintenant, et elle est arrivée à maturité en fait, hein, donc on a résolu avec le dernier engine, par exemple chez Xsense qui est le numéro 1 mondial, on a résolu tous ces problèmes de dérive d'accéléromètre, de magnétisme, etc. Donc sur des gestes très courts, on est fiable. Alors, je vous laissais juste, bon, c'est pas long, hein. C'est un film qui date un peu, mais ceux qui n'ont aucune idée de ce que ça veut dire cette technologie peuvent se faire une petite idée. C'est-à-dire qu'en fait on a des capteurs, ce sont des centrales inertielles en fait, hein, qui sont connectées les unes aux autres, qui maintenant tournent à 240 Hz, c'est-à-dire qu'ils sont largement dans la fréquence du mouvement humain, donc valable aussi pour les mouvements très rapides, et dont l'ergonomie fait qu'on peut être vraiment très efficace en fait, parce que ça se résume à une petite valise pour aller sur le terrain, pour équiper. Si on est bon maintenant, on fait ça en 15-20 minutes, et donc pour faire la collecte de données. Ceci dit, la collecte de données, on va voir tout à l'heure, ça ne fait pas tout, quoi. Comme pour les systèmes classiques optoélectroniques, il y a toute une partie qu'on doit développer par la suite pour pouvoir exploiter ces données, hein. Donc finalement, en fait, comme pour le déplacement successif d'une position, enfin d'un marqueur sur la catégorie d'outils optoélectroniques, là-dessus c'est pareil, on a des choses qui se déplacent un peu sur les trois axes, donc voilà. Donc il faut faire un travail, ce que nous faisons en fait depuis plusieurs années pour donner un sens à tout ça. Donc je pense que ça s'approche du final. Donc il y a d'autres champs que le sport, quoi, hein, l'ergonomie, le milieu hospitalier. Ça c'est très intéressant, et je vais vous dire pourquoi, parce que je pense que c'est le prochain pas. Je ne sais pas si je le verrai, mais je pense que cette technologie combinée avec la réalité virtuelle, ça peut donner, si ça se fait actuellement à l'armée, pas la nôtre malheureusement, mais ça peut donner la même chose dans le cadre de l'entraînement du sportif de haut niveau, c'est-à-dire un entraîneur qui va concevoir un programme et qui va pouvoir interagir via cette technologie, la réalité augmentée et virtuelle, avec son athlète. C'est possible. Alors rapidement, ça consiste à ça. Donc on a des centrales d'inertie qui sont composées d'accéléromètres, magnétomètres, gyroscopes, etc. Voilà, il y a 17 qui sont connectés les unes aux autres. Ça c'est pas le dernier modèle. La dernière génération, elle est encore plus souple, hein. Ça fait un tiers d'une boîte d'allumettes, hein. Donc c'est vraiment facile à installer. Donc si je laisse un peu de côté, parce que la technologie c'est bien, mais ça fait pas tout, donc je reviens un peu à la boxe. Donc on est parti ensemble, donc il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, d'une page blanche. On s'est fixé quelques objectifs, parce que ça enchaîne un peu sur les questions qui ont été posées avant le départ de mes collègues. Moi j'ai la chance de travailler avec des gens formidables, donc qui ont voulu
un travail régulier. Donc pour ce faire, non seulement qu'ils ont amené un peu de financement, l'INSEP aussi, je parle de la partie ASP en l'occurrence, mais on a mis ça dans un cadre officiel, etc. Donc on a pris quelques engagements, on a mis à jour en fait le matériel que je viens de montrer. Et ce que je dis tout à l'heure, on va voir un peu plus en détail. En fait, depuis 5 ans, je travaille avec des ingénieurs de Sherbrooke en génie mécanique. En fait, on a développé une interface customisée sous MATLAB, en fait, qui exploite toutes ces données qui, brutes comme ça, n'ont pas beaucoup de sens, en tout cas dans le cadre de l'INSEP. Et donc voilà, on s'est fixé aussi comme objectif un suivi longitudinal des athlètes, ce qu'on essaie de faire 2 fois par an, du pôle boxe de l'INSEP et pour l'instant de Nancy, dans l'idée aussi de détecter quelques qualités techniques chez les jeunes boxeurs. Il y a des choses qui n'ont pas été jusque-là réalisées, mais ça va peut-être venir, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir des pistes, même ça peut paraître un peu quand même, avec la partie préparation physique. Et donc on a eu des échanges avec les préparateurs physiques. Jusque-là, on n'a rien mis en place, mais on va voir à la fin de la présentation, il y a quelques pistes, donc ça on aimerait bien le renforcer si possible. Impliquer quelques clubs autres que Nancy, c'est la volonté du pôle INSEP, de Philippe, et donc in fine, on avait dit qu'on le faisait cette année, mais on ne l'a pas fait. On va déposer l'année prochaine un projet de recherche avec une question derrière, quoi, donc pour un financement. Donc voilà, ça se passe un peu comme ça en fait, en sachant que l'avatar c'est juste pour l'illustration, mais c'est quelque chose qui est bourré de données, plein de données de toutes sortes, quoi. Et donc nous, ce qu'on fait par la suite, donc via cette interface MATLAB customisée, en fait, on sort des rapports automatiques qu'on peut quasiment générer sur le terrain. Ça, c'est un exemple, par exemple, parce qu'on peut sortir tout, plein de choses, mais ce sont des choses qui parlent plus. Par exemple, ce sont les contributions segmentaires. C'est un exemple, hein, c'est pas du tout le fonctionnement global de nos athlètes, hein. C'est juste, par ailleurs, sur les photos, évidemment que la photo est la même, on peut l'améliorer, on peut faire, je ne sais pas, un avatar mieux que ça, mais ça c'est les vraies photos de nos athlètes, mais les données, bien évidemment, changent à chaque geste, à chaque individu, hein, ne sont pas les mêmes en fait. Donc on a quand même une chose très intéressante qui est intéressante pour ce sport, c'est la réaction au sol. C'est une prédiction de la réaction au sol. Je ne donne pas de chiffres, mais en fait avec la projection du centre de gravité global et la distance des pieds, on sait à peu près s'il appuie plus sur un ou sur l'autre, quoi. Et pour eux apparemment c'est très important. Alors on s'est dit il y a quand même la question qui se pose et qui est très légitime. Ben, raconte-nous, les gens ils ont cet espoir-là. Dis-nous comment ça marche, enfin pas moi personnellement parce que je le sais pas, mais quel est le geste idéal, quoi, optimal. C'est une question qui est légitime. Alors moi je dis pour 2 raisons. Hein. C'est la première, vu la bibliographie qui est quand même assez pauvre et vu les échanges qu'on a pu avoir avec nos collègues du pôle boxe, la boxe c'est quelque chose d'assez individualisé, c'est-à-dire que par exemple pour détecter ces moments clés que vous avez vus sur l'interface, je compile 25 paramètres, quoi, hein. Au début ça marchait pas du tout, c'est la discipline, on a eu le plus du mal à fixer les moments clés, et donc surtout sur les mouvements à rotation. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'a pas un modèle comme ça tout fait, et qu'on va essayer de voir comment ça fonctionnait en fait. Les boxeurs qu'on a ici au pôle INSEP et en parallèle les boxeurs qui viennent en stage du pôle Nancy. Donc on a pris les 15 boxeurs les plus homogènes en fait. C'est un modèle qui va évoluer dans le temps en fonction des données qu'on va compiler. Et donc on a essayé en fait
d'établir un modèle de comportement global de boxeurs les plus homogènes de l'INSEP. Et pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, la question, c'est le suivi individuel. Et moi, j'ai dit, mais moi, je sais pas faire ça si j'ai pas une idée de comment ça marche d'une manière globale. Donc, en fait, sans vouloir imposer quelque chose à une vocation généraliste au-delà de l'INSEP, on peut dire que bon, à l'INSEP, ça marche à peu près comme ça. Et donc, à partir de là, on peut aller sur l'individuel éventuellement. Mais on ne peut pas faire l'inverse, c'est-à-dire que l'individuel, ça peut être un coût. On le sait tous, quoi. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a préféré à mettre en place un modèle de comportement, en tout cas de boxeurs qu'on a ici. Alors là c'est pas plus prétentieux que ça. Hein. C'est juste pour l'instant des petites avancées dans les calculs. On a INSEP et Nancy en fait, et on a par exemple ici c'est la force de frappe parce qu'on a réussi à la quantifier. Et donc bon, ce qu'on remarque, c'est que par exemple les gens de Nancy, la force de frappe elle a l'air un peu moins marquée. On a aussi la vitesse de frappe ou le comportement. Il est à peu près le même. Hein. On a remarqué que le direct il était moins rapide, contrairement à ce qu'on croyait que les mouvements à rotation. Et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on a à gauche, donc alors on a direct, uppercut, crochet. Hein. Ça respecte le code couleur tout le temps. Et donc on voit que la stabilité en termes d'appui est quand même plus importante pour les gens de l'INSEP que, à contrario, pour les gens de Nancy. Hein. C'est-à-dire que ils sont plus stables en termes d'appui. C'est une question qui intéresse beaucoup nos collègues du pôle boxe, hein, parce qu'on sait que s'il n'y a pas une force doit avoir un point d'appui, quoi, globalement, pour qu'elle soit efficace. Donc voilà. Et là, je pense que c'est quelque chose de plus intéressant, c'est-à-dire que toujours pour les trois types de frappe, on a les contributions segmentaires du haut du corps, en fait, hein, qu'on a pu estimer, c'est-à-dire pelvis, rotation, translation, coude, tronc, etc. Et il faut donner des chiffres, mais là, même si on a tout le monde ici, si on regarde comme ça, on peut noter déjà que, par exemple, l'échantillon de Nancy, en fait, en termes de rotation sur le coup direct, ils sont quasiment à moitié moins. Ce qui peut éventuellement expliquer, c'est une hypothèse qu'il faudrait démontrer par la suite, l'inefficacité du direct chez les gens de Nancy. Et autre chose qui interpelle, c'est que finalement, en fait, quand je suis en négatif, en fait, il y a un petit négatif qu'on voit très peu sur les gens de Nancy. Je crois qu'il est là, c'est l'hypercute. Alors ça ne veut pas dire, évidemment, ce que ça veut dire, ce que ça signifie, c'est que ce segment, il a un retard par rapport aux autres, quoi, voilà. Et qu'on a besoin d'une certaine synchronicité pour le geste. Et finalement, je pense que notre modèle, il correspond à la réalité dans la mesure où sur un direct, on a le coude qui est le plus actif, et sur les deux autres rotations, on a quand même l'épaule qui fait le job. Alors là, ce sont quelques exemples de rapports ce sont des exemples, hein, donc qu'on génère pour chaque type de coup, direct, crochet, uppercut. Et donc on a remarqué qu'il y avait que pour le direct, crochet, uppercut, la force, la vitesse et la force de frappe et réaction au sol, il y avait un effet global en fait d'un point de vue statistique. Donc pour les contributions segmentaires, on a pour le direct, c'est le coude qui est le plus actif, autour de 40%. Le crochet, c'est l'épaule, plus de plus de la moitié. Et pour l'uppercut, idem, c'est quand même l'épaule qui contribue le plus. Alors,
on remarque aussi que la contribution de l'ensemble des segments de la chaîne cinématique sur la frappe est significative. On trouve quelques corrélations entre l'angle du coude, par exemple, et la vitesse de la main frappante, négative avec le direct et positive avec le crochet et l'uppercut. Je vais laisser, parce que je voulais faire toute la chaîne, c'est-à-dire je vais laisser Philippe par la suite, je vais laisser Cédric, qui est étudiant en Master 2 avec moi et qui a participé à ce travail, dire quelques mots, ça va faire partie de son mémoire par rapport à cette diapo. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de l'analyse individuelle. Donc, Daniel vous a parlé des patrons, enfin des patrons types qu'on a sortis avec l'ensemble des athlètes, et pour avoir une idée de comment se déroule le mouvement. Et une fois qu'on a eu cette idée, on a pu faire une analyse individuelle pour comprendre et pour mettre ce modèle global à l'individuel. Et ensuite pouvoir ressortir les défauts de certains athlètes de manière individuelle. Donc, ce qui est principalement ressorti, c'est que les athlètes du pôle Nancy avaient un défaut au niveau de la rotation du pelvis. C'est-à-dire que par rapport aux athlètes de l'INSEP, ils tournaient moins. Donc, comme Daniel l'a expliqué, la différence en termes de force de frappe sur le direct pourrait s'expliquer par un déficit de rotation au niveau du pelvis. Donc ensuite, on a trouvé on a observé un deuxième phénomène, c'est ça, qui serait un défaut de synchronisation. C'est-à-dire que quand l'athlète va frapper, il va principalement utiliser une rotation qui va être soit au niveau des hanches, soit au niveau des épaules. C'est-à-dire que lors d'un crochet qui a un mouvement rotatif, l'athlète va préférentiellement utiliser soit la rotation des épaules, soit la rotation des hanches. Donc il n'y aura pas de synergie entre les deux. Donc ça, c'est vraiment le deuxième gros problème. Donc par rapport à ces deux problèmes posés, on a tenté de réfléchir et d'émettre des hypothèses sur comment améliorer ou régler ces mouvements. Donc on a deux leviers sur lesquels on peut appuyer. On a un levier qui est sur la préparation physique et un autre levier qui est sur la préparation technique. Donc pour le défaut de rotation au niveau du pelvis, on pourrait par exemple utiliser davantage du gainage et du renforcement musculaire au niveau du pelvis et au niveau du tronc. Ensuite, pour le défaut de synchronisation, on a parlé avec le préparateur physique de l'équipe de Nancy et en fait, on pourrait mettre en place des exercices qui se rapprochent plus de la réalité, c'est-à-dire mettre en jeu des groupes musculaires qui fonctionnent en synergie et non pas travailler sur des groupes musculaires isolés. C'est-à-dire, par exemple, sur des simples exercices de musculation comme du développé couché ou des squats, l'idéal serait de travailler sur un mouvement qui utilise la hanche et l'épaule en même temps, enfin un mouvement qui se rapproche vraiment du cou et des groupes qui fonctionnent en synergie. Donc voilà, c'est nos pistes de recherche. Alors moi, je ne m'avancerai pas trop parce que ce n'est pas du tout mon champ, mais je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir échanger avec les préparateurs physiques. Certains, enfin celui qu'on a aujourd'hui confirme un peu ce qu'on a dit. Donc voilà, ça reste des pistes de travail et in fine, donc en termes de perspective, je pense que l'avantage c'est quand même le feedback qui est quand même rapide. On a quand même comme projet de faire évoluer et d'homogénéiser ce modèle qu'on a établi sur les athlètes de l'INSEP. Alors, on va essayer de permettre la différenciation entre les différentes catégories. Évidemment, l'objectif, c'est d'avoir des informations utiles pour le geste. Alors, on a fait quand même, on fait des échanges avec l'équipe du pôle boxe ici, aussi via des formations, c'est-à-dire qu'on essaie de parler le même langage, donc on s'est réunis, on a statué sur des choses
simple, hein, qu'on puisse... Voilà. Et en fait, oui, l'année prochaine, on va absolument déposer un projet de recherche avec une vraie question, c'est-à-dire une question plus théorique, qui est la question de la modélisation, et une question plus pratique, qui serait la comparaison en fait, de deux groupes, INSEP Nancy ou autres. Donc je vous remercie, hein, et c'est tous ces gens collègues qui ont participé à cette aventure, qui vient du Québec exclusivement. Voilà. J'invite Philippe de nous dire quelques mots. Bonjour à tous. Bon, je vois que on est à fond là, ça un petit coup de booster, je pense que c'est bien hein, pour démarrer. Donc voilà, oui, je remercie Daniel et tous ses collaborateurs parce que ils nous ont apporté effectivement une contribution qui au départ n'était pas facile, dans le sens où, je ne vais pas vous mentir, les collègues ils sont un peu empiriques quand même. Hein. Donc la boxe, c'est d'abord la boxe, hein, c'est-à-dire faut être plus rapide que l'autre, plus vif, l'œil, etc., la coordination. Donc quand on commence à rentrer dans des concepts mécaniques, biomécaniques, c'est pas toujours simple, voilà, hein, il faut l'avouer. Et alors moi je suis pas boxeur du tout à l'origine, moi je suis entraîneur de baseball à l'origine, et donc vous avez pu voir effectivement que dans les premières expériences, il y avait des lanceurs de baseball. Et donc effectivement j'étais peut-être un petit peu plus on va dire intéressé, habitué à travailler avec des outils un petit peu différents, un petit peu plus sophistiqués. Et donc quand on s'est rencontré avec Daniel, quand on a échangé, je lui ai dit écoute, ouais, moi je pense que mes collègues de la boxe, ils ont besoin, et ils auraient besoin de comprendre un peu mieux. Ils sont super efficaces, hein, là, moi là-dessus je suis content de travailler avec eux, il n'y a pas de souci, mais voilà, essayer de leur ouvrir certaines pistes, et j'ai pensé que voilà, travailler sur cette question biomécanique, c'était un angle intéressant. Alors, la proposition de Daniel, effectivement, était intéressante dans le sens où, comme il vous a bien expliqué, bon, on arrive avec du matos super léger, on s'équipe dans 20 minutes, c'est équipé, et puis derrière, l'athlète, voilà, il travaille pratiquement normalement. Alors, les premières expériences, on avait fait une expérience avec le professeur Poisson pour des questions de protège-dents, avec la latitude qui pouvait éventuellement modifier l'attitude de la tête, etc. Effectivement, on s'était retrouvé sur une plateforme de force avec 10 caméras autour, enfin le truc complètement en dehors de la salle, évidemment. Et là, par contre, ce qui était intéressant, c'est que voilà, Daniel nous permettait de rester dans la salle. Et probablement que l'évolution, ça sera probablement qu'on soit en face à face, et non plus face à un sac, mais peut-être face à un autre boxeur. Voilà, ça je pense que c'est les perspectives que Daniel nous a apportées. Et ce qui était intéressant, c'est d'abord, il fallait commencer à comprendre aussi un petit peu les éléments biomécaniques. Il fallait qu'on prenne un temps, je dirais, de formation. Entre nous, et donc c'était intéressant de commencer par cet apport-là. On a commencé par les athlètes du pôle. Alors, il vous a parlé de Nancy et de l'INSEP. Alors, la différence entre le pôle de Nancy et le pôle de l'INSEP, c'est qu'à Nancy, ce sont des garçons de 15 à 18 ans, et qu'à l'INSEP, ce sont donc la continuité de 18 à 30 ans. Donc, effectivement, dans les résultats, et je crois que les résultats montrent assez clairement qu'en termes de formation, les athlètes de Nancy sont dans le début de formation, et qu'on peut envisager que le travail d'apprentissage étant en cours, évidemment, l'implication, la synchronisation est moins bonne, la coordination est moins bonne, et l'engagement articulaire, ou d'une partie articulaire par rapport à l'autre est forcément moins bonne. Mais ça, même si par principe on peut se dire que c'est logique, hein, c'est le principe, on fait de l'apprentissage, donc au fur et à mesure on devient de plus en plus meilleur. Ce qu'on souhaitait,
c'était de se dire, on va essayer, surtout dans le temps, de regarder comment ça évolue tout ça. Alors dans le temps, à partir de 15 ans, quand les jeunes rentrent au pôle à Nancy, et année après année, c'est pour ça qu'on fait au moins une fois par an un contrôle, on va dire, biomécanique de l'athlète. Et puis, l'idée, c'est de se dire, dans 10 ans, on aura une génération, on aura une génération d'évaluation, on aura une génération de calcul, et on pourra savoir si effectivement, progressivement, les méthodes que l'on utilise sont suffisamment efficaces et qu'elles évoluent, qu'elles permettent de faire évoluer l'athlète correctement tout au long de ces 10 années. Donc ça, c'était important, pour mon avis, pour nous, de commencer, et l'idée c'est de commencer à archiver un petit peu nos données et archiver tout le travail qu'on fait. Et puis sur ceux de l'INSEP, ce qui était intéressant, c'est de se dire, est-ce que, malgré tout, même quand ils arrivent ici à 18, 19, 20 ans, et qu'on va travailler avec eux pendant 4, 5, 6, 7 ans, 10 ans peut-être, est-ce que là aussi, même s'ils ont pourtant déjà une formation, est-ce qu'on arrive à faire évoluer? Donc là, en fait, on regarde l'athlète et bien sûr, on essaye de respecter sa personnalité et son style, et on n'essaye pas du tout de mettre tous les athlètes dans le même modèle. On a parlé de modèle parce qu'on avait besoin d'un modèle général, mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir travailler de plus en plus et de mieux en mieux aussi individuellement, et de pouvoir donner des réponses très précises, soit techniques, soit reprendre du travail des cols de boxe pour travailler la synchronisation, la hanche, le pied, etc., le bras, la main, soit reprendre, soit peut-être mettre, comme tu disais, éventuellement un travail physique qui pourrait être à ce moment-là fait par le préparateur physique. Voilà. Donc l'idée, c'est de se dire, l'outil nous permet de travailler et dans le temps, mais aussi nous permet de travailler ponctuellement pour faire évoluer à un moment ou à un autre une séquence particulière de notre athlète et de son travail individuel. Et puis l'autre chose aussi, alors, tu as parlé de formation, Daniel, mais moi, je pense qui sera le plus pertinent pour nous, c'est vraiment d'utiliser ce travail-là dans la formation de nos cadres fédéraux. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'associer la structure de formation de notre fédération pour qu'elle s'approprie un petit peu ce modèle, qu'elle utilise ces modèles-là dans les séquences de formation aussi des entraîneurs de club. Justement, on parlait tout à l'heure d'entraîneurs de club, mais pour que les entraîneurs de club comprennent mieux effectivement déjà la biomécanique du geste, se l'approprient mieux, s'approprient aussi un langage commun, parce que là, je dois vous avouer qu'effectivement, c'est pareil, c'est très empirique aussi entre collègues. Les uns parlent de force, de puissance, de frappe, de coup de... Il y a tous les termes possibles et inimaginables. Et en fait, on n'est pas sûr de parler de la même chose. Donc c'était intéressant qu'en termes de formation, tout ce travail qu'on va faire, qui va travailler dans le temps, puisse nous permettre aussi dans le temps d'apporter petit à petit une base théorique à notre système de formation. Voilà, donc ça c'était les éléments importants, et je pense que on est sur la bonne voie. On va continuer, comme disait Daniel, on est sur le projet de continuer, et comme je vous disais, je pense que l'étape suivante, ça sera maintenant de pouvoir faire ce travail-là, mais carrément en situation d'opposition. Voilà. Bon, des questions ou on s'arrête là? C'est bon? Allez, qui se lance? Merci pour votre présentation. Une question pour Daniel. Plutôt méthodologique. J'ai vu que tu sortais des forces. D'où elles sortent? Je n'ai pas dit que je sortais des forces. Je dis que je sortais un pourcentage de l'appui au sol. En fait, c'est la projection, en fait, si tu veux, du centre de gravité sur le sol, et on connaît la distance des pieds, quoi, en fait. C'est comme ça qu'on... Je donne pas de valeur. T'as bien vu? C'est pas de valeur. J'ai vu des valeurs. Voilà. Comment? J'ai vu des valeurs. Non, t'as mal vu, je reviens là-dessus. C'est juste impossible, tu vois, il n'y a pas de valeur. Ce que tu vois en termes de valeur, c'est l'écartement de pied, d'accord? Et le 672,6 newtons. Ah non, mais c'est pas la réaction au sol, ça. Hein? C'est quoi?
Ça, c'est la frappe, quoi. Et comment tu l'as En fait, on a pris le sac comme point d'appui et on a calculé la force à chaque articulation, quoi, en fait. Voilà. Okay. Mais ce que je voulais dire quand même, c'est que l'aperçu de réaction au sol où je donne pas de valeur, il se vérifie, quoi, en fait. Voilà. C'est-à-dire que je préfère quand même éviter une plateforme que je ne veux jamais avoir, d'être prudent en disant voilà, il est à 30 et 70, que de ne rien dire, quoi. Parce que je ne donne pas de valeur, encore une fois. Parce que on est d'accord là-dessus. Merci. Et j'avais une question pour vous aussi, sur les données que Daniel sort dans ses rapports. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus sur le moment, sur le feedback? Est-ce que vous les utilisez en feedback direct ou Alors, en feedback direct, on n'est pas très réactif encore. Pour être très honnête, on est vraiment on compile, on prend le temps de regarder les éléments. Et surtout, on fait des débriefings ensemble. C'est-à-dire que la lecture de tous ces éléments-là, pour nous tout seuls, c'est parfois compliqué. Sauf éventuellement le pourcentage d'appui au sol. Tu vois, ça c'est quand même des choses qui sont assez faciles à comprendre. Donc en tout cas, on est et surtout qui sont des points importants pour nos entraîneurs. Frapper les pieds en l'air, ça n'existe pas. Il faut vraiment faire partir la force et toute l'énergie de la puissance des pieds. Donc effectivement, c'est toujours un rapport important. Après, l'angulation du coude, etc., les degrés, on n'est pas encore super réactif encore par rapport à ça. Bonjour, vous avez dit au début de la présentation que l'outil Xsense était bien pour des mouvements courts, enfin était viable pour des mouvements courts. On parle d'amplitude ou de temps de mesure? De temps de mesure, c'est-à-dire que si vous lui faites faire 1 heure, alors, c'est une technologie qui a extrêmement évolué parce que les Chinois, ils sortent des trucs comme ça à 1 000 €, sauf que ça vaut 1 000 €, ça vaut pas plus. Parce qu'il y a quand même une chose qu'on a en plus des Chinois, c'est le savoir-faire en Europe. Alors, derrière, il y a quand même le moteur, qui a résolu tous ces problèmes de dérive parce que il fut un temps, 5-6 ans, l'avatar qui était là, 3 secondes après, il était par là-bas. Donc tous ces problèmes ont été résolus via à une meilleure qualité en fait de centrale inertielle, et la deuxième chose c'est via au coding des ingénieurs de chez Xsense. Voilà. Et aujourd'hui, on peut dire que à des minutes, on est bon. Alors, à ce sujet, parce que je sais que c'est dommage que Gaël n'est pas là, parce que nous avons fait, en 2016 à Delft, on a fait une présentation, on a comparé le Vicon avec ça. Et on a, avec Nicolas Well, qui n'est plus là non plus, un papier qui est censé apparaître dans une revue qui s'appelle Sensor et qui est spécialisée dans ce travail. Actuellement, je dirais que en fait, il est aussi fiable, si vous voulez, ou en tout cas pas fiable que le Vicon, dans la mesure où là on peut avoir des problèmes de marqueurs, de reconstruction, ainsi de suite. Voilà, donc il y a une chose qui est très claire, et moi je l'ai eu comme ça en tête. De toute façon, c'est impossible de faire avec ça parce que on fait d'autres choses. Je ne vais pas tout montrer, c'est pas l'objectif, mais vous voyez, on fait du basket, enfin on fait plein d'autres choses en fait avec ce système. Ce que je voulais dire, c'est que vous savez, la lentille, qui est l'optoélectronique, elle a une marge de progression limitée. À un moment donné, on peut plus y faire, quoi. Mais on voit ce que ça donne le reste, c'est-à-dire tout ce qui est caméra, enfin tout ce qui est nouvelle technologie, tout ce qui est toutes ces avancées technologiques, la miniaturisation, la nanotechnologie de ces dernières années, ça a fait quand même, et donc Xsense a beaucoup bénéficié de ça, en sachant qu'ils sont quand même les pionniers sur ce marché, quoi. Voilà. Et donc notre avis et notre impression, et ça va être confirmé par ce papier qu'on va essayer de passer en sensor et qu'on connaît dans la réalité.
avec évidemment, il y a toujours une marge d'erreur, il faut juste qu'elle soit constante et pas immense, quoi, hein, voilà. Donc si on l'applique à tout le monde, si on la quantifie, c'est ce qu'on peut dire par rapport à ça. Mais je pense que c'est particulièrement pour l'INSEP, enfin pour le contexte dans lequel nous sommes, un outil adapté. Alors, le Vicon, il n'est pas remis en question du tout. Si vous allez dans les hôpitaux, il ne bouge pas, où les gens font de la myopathie, etc., c'est très bien comme outil. Mais si vous amenez ça en camion, allez là-bas ou ailleurs, vous avez le problème de lumière, je ne suis pas là pour descendre. Donc c'est juste impossible, après la calibration, etc. Donc voilà, ce sont des choix de contexte. Il est très bien au laboratoire. Il n'est absolument pas terrible in situ. Voilà, c'est ce que j'en pense. L'expérience la démontre à l'INSEP. Je ne sais pas, tu peux donner ton avis? Comment? Non, chaque technologie a ses avantages. Exactement. Alors, il n'y a pas, justement, c'est ce que dit Florent, il n'y a pas de recette unique dans la matière, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut adapter la technologie à la situation. Voilà. Et moi, je trouvais que pour l'INSEP, en tout cas personnellement, je n'aurais pas pu faire tout ça avec un autre système. Voilà. Pour corroborer ce que tu dis, Daniel, l'idée de la cinématique inverse, c'est justement d'avoir une centrale inertielle, enfin d'avoir la situation du bassin par ce genre de technologie, ouais, et d'avoir le minimum d'instrumentation sur l'athlète. Voilà. C'est quelque chose qui va dans le même sens. C'est-à-dire qu'on peut difficilement utiliser un set de 100 marqueurs sur des athlètes en pratique journalière, enfin en évaluation en tout cas. Ça on est bien d'accord, ça se fait dans l'anthropométrie, ça se fait, voilà, je ne sais pas si l'anthropologie, c'est peut-être pas ça, mais oui, parce que moi j'utilise un modèle, enfin on est bien d'accord, hein, là-dessus il y a un modèle, c'est le modèle de Deleva, mais en fait c'est le modèle de Mollard qui a dirigé un labo d'anthropométrie à Paris, il n'y a plus à mon avis, et où j'ai eu gracieusement les équations de régression qui sont fusionnées sur l'interface. Donc pour faire toute la partie dynamique, il y a un modèle comme toi tu as évoqué tout à l'heure, hein, dont on maîtrise en fait la taille, le poids, les segments, etc. Hein. C'est-à-dire que c'est un modèle qui est adapté à l'athlète. C'est pas 150 kilos avec, voilà, on essaie d'aller au plus près parce que en fait la masse c'est une constante si c'est le même individu, mais c'est une variable si on a des individus différents, donc on peut pas, ça tient pas la route. Ouais. Pendant que j'ai le micro, moi, je le quitte plus maintenant. Non, mais... J'avais une question, comment ça se passe au moment de la frappe, au moment de la discontinuité? Parce que c'est là où finalement les masses molles vont avoir une contribution, vont avoir une quantité de mouvement, une quantité d'accélération qui va contribuer et qui devrait en tout cas perturber. Comment ça se passe au niveau du capteur de signal que tu as là? C'est une excellente question et je pense que je vais te répondre tout à fait honnêtement. On n'a pas quantifié ça. Je pense qu'on n'est pas capable de quantifier ça et parce que ce type d'outil, il est beaucoup plus grossier, quoi. Voilà. Je pense il faudrait faire un travail collaboratif, si on peut dire, avec ce que tu as montré auparavant, pour avoir mais le problème de masse molle dans les modèles, on le connaît, c'est-à-dire que les modèles qu'on a dans la littérature, ce sont des cylindres indéformables. Hein, c'est comme ça, on ne sait pas avec ce type d'outil modéliser les masses molles. Et si on rentre dans la modélisation de masse molle, je pense que Philippe va me quitter entre guillemets, hein, parce que ce sont des choses, on est là en fait voilà, pour être pragmatique quoi, et pour répondre, mais ta question d'un point de vue scientifique elle est très pertinente, ça mérite étude dans un contexte collaboratif sans aucun doute. Prends le micro du coup. Oui. Non mais ce qui est intéressant sur l'impact, c'est tout ce qui est au niveau bandage, blessure, blessure au niveau des métatarses, etc. Comment bander les mains, les mousses, la qualité des mousses, ce genre de choses. Et donc là, et ce qui est intéressant d'un point de vue mécanique, c'est qu'aucun de nos modèles marche.
tu l'as dit, on est sur des modèles solides, rigides. Et quand on regarde à haute définition un impact, mais que ce soit pour de la boxe, de la course à pied, enfin, etc., à partir du moment où il y a une grosse variation de vitesse, nos modèles là ne sont pas du tout elles sont limitées là. Et par contre, c'est des endroits où il y a des choses qui se passent au niveau des tissus, au niveau du muscle, au niveau des tissus. Quand on regarde un impact de boxe, les tissus vibrent jusqu'à la fesse, quoi. Donc, oui, tout à fait, absolument. On voit une onde qui... Alors je crois que j'avais lu ça quelque part. Enfin, les données qu'on a, c'est quasiment, je veux dire, le choc, hein, l'impact. Hein, c'est la morsure d'un crocodile, quoi. Hein, c'est vraiment énorme. Voilà. Un dixième de seconde d'une vitesse importante à une vitesse nulle. Donc on a, je ne sais pas combien de G là-dessus. Voilà. Ouais, il y a une absorption qui va, là c'est dans le sens inverse, quoi. Alors, tu le sais bien, c'est la loi, parce qu'en fait c'est la conservation de l'énergie. Il y a une partie qui part en déformation, en chaleur, et une autre partie qui est restituée, quoi, en fait. Hein, mais avec les moyens qu'on a, je pense que ça c'est un zoom qui mérite d'être fait, mais que nous on n'est pas capable vraiment de le faire. C'est pas, tu vois, c'est pourquoi pas un travail collaboratif un jour, ça serait fort intéressant, quoi. Donc après par rapport aux données globalement, hein, parce que juste pour être complet là-dessus, on a mis en fait l'interface. Alors juste pour te dire, on est à 25 000 lignes de code, ce qui n'est pas rien, hein, parce que la navette spatiale elle part avec 1 million. On n'est pas là, mais il me reste encore quelques années. Voilà. Alors c'est un vrai soft. Hein. Donc on a prévu des filtres en fait. Hein. On a toutes les pour le trait, parce que même avec ce qu'on a aujourd'hui, en fait, parfois on a des pains, quoi. Donc il faut les éliminer. Et donc on a toute la panoplie de filtres classiques connus dans la littérature qu'on peut régler nous-mêmes et qui nous permet en fait de nettoyer les choses. Voilà. Mais je t'invite à l'occasion, si tu veux, avec plaisir. D'autres questions ou le stock est épuisé? A priori, il l'est. Ben, je vous remercie pour vos questions, pour votre présence. Merci aussi aux 3 intervenants ainsi qu'à Florent précédemment. Pour être au courant des prochains séminaires que nous organisons, vous pouvez, si vous voulez, nous laisser votre adresse email et vous recevrez l'équivalent d'une petite newsletter si ça vous intéresse. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci. Merci.